Monsieur, soyez bienvenu. Nous avons l'honneur aujourd'hui, l'immense plaisir de recevoir notre cher ami Pierre Conessa. Pierre Conessa, un ancien fonctionnaire de l'État, un essayiste, spécialiste surtout en géopolitique, spécialiste aussi en radicalisation. Et nous avons aujourd'hui l'honneur de le recevoir pour discuter avec lui concernant l'incident de Qatargate, la corruption, cette histoire de corruption de quelques parlementaires européens par le régime qatarien. Merci beaucoup, Monsieur Konissa, d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Monsieur Konissa, comment vous voyez cet incident de corruption de quelques parlementaires, de quelques députés européens par le régime qatarien? Est-ce que c'est une continuation ou c'est un incident isolé? Je crois que vous avez raison de poser la question comme ça parce que tout le monde s'est focalisé sur l'action du Qatar au Parlement européen. Bon. Cela dit, je ferai deux remarques. D'abord, le Qatar n'est pas le seul État du Golfe à avoir une politique de lobbying. J'ai moi-même publié un livre sur le lobby saoudien en France. Mais surtout, le Qatar est le dernier arrivé et celui qui avait finalement la politique de lobbying la plus visible. Bon, vous le savez bien, en France, l'achat du club de football, le département des arts islamiques du Louvre, enfin bref. C'était le dernier arrivé. Parce que vous vous souvenez que le Qatar était un pays qui ne devient gazier que dans les années 70, alors que les autres étaient déjà beaucoup plus anciens et beaucoup plus exploités, donc avait une présence bien plus forte, si vous voulez. Par exemple, les Émirats arabes unis étaient un vieux client de la France, etc. Mais en fait, le Qatar va essayer de rattraper le retard, donc avec une action à la fois intelligente et probablement extrêmement maladroite, comme ça s'est vu avec le Parlement européen. Et donc, ils ont choisi, entre autres, d'agir sur le centre de la décision européenne, c'est le Parlement européen. Ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout. D'abord parce que c'est quand vous êtes politique que la corruption est la plus fréquente, puisque finalement, c'est parce que vous avez un pouvoir qui est donné par les urnes, qui est donné par les institutions, et qu'évidemment, c'est à titre de ce pouvoir-là qu'on va vous proposer des avantages qui peuvent être en nature, qui peuvent être monétaires, qui peuvent être de différentes natures. Bon. Et donc, les Qatariens avaient visiblement choisi d'agir sur le Parlement européen. Je ne vous dis pas qu'on ne va pas découvrir la même chose sur le Parlement français ou sur le Parlement belge ou sur le Parlement allemand. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, le Qatar avait besoin qu'on parle de lui, avait besoin d'exister, si vous voulez, dans un champ politique où, évidemment, notamment en France, les Émirats arabes unis sont des vieux clients. Encore une fois, Cher Sayed, le fondateur de la fédération, était un admirateur du général de Gaulle. Vous voyez, donc, le Koweït, on était intervenu au moment de l'intervention sur la guerre du Golfe. Donc, en échange, il y avait eu quelques achats d'équipements de défense, etc., etc. L'Arabie saoudite était dans une position très différente parce que l'Arabie saoudite souhaitait qu'on ne parle pas d'elle. C'est très étonnant, on y reviendra si vous voulez. Tandis que le Qatar avait besoin d'exister. Le canard de mou est une chiure de mouche à côté de l'Arabie saoudite. Donc, oui, bien sûr, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Et encore une fois, je veux dire, si vous faites de la politique, il faut avoir un moral de fer, si vous voulez, pour refuser les multiples propositions qui vont vous assaillir pour vous demander, si vous êtes un élu local, un permis de construire, si vous êtes un élu national, d'intervenir sur tel ou tel sujet, etc. Voilà, donc moi, ça ne m'étonne qu'à moitié. Ce qui est intéressant, c'est cette campagne qui aujourd'hui se déchaîne contre le Qatar, mais j'espère qu'elle va avoir quelques extensions sur d'autres modalités d'intervention qui sont beaucoup plus fortes. Le Parlement européen se caractérisait par le fait qu'il n'avait aucune charte éthique. Hein, et c'est un peu une des réclamations qui est apparue tout à coup. Voilà. Peut-être le clientélisme politique, c'est quelque chose de nouveau pour le Qatar, mais les tentatives d'infiltration de la société occidentale et surtout la société européenne par le Qatar a été aussi basée sur 10 autres techniques différentes que celles de l'Arabie saoudite et de l'Émirat. D'abord, le renforcement de l'islam politique, surtout le renforcement des frères musulmans, l'existence des frères musulmans, les institutions des frères musulmans en Europe, aussi recherche des liens avec des intellectuels, soi-disant les missionnaires
intellectuels. On se souvient de Tariq Ramadan, on se souvient des autres intellectuels du gauche qualifiés actuellement comme les maîtres de l'islamo-gauchiste, etc., quelques centres de recherche, etc. Est-ce que c'est une vérité ou non? Ça veut dire que Qatar, depuis les années 85, a cherché aussi de se positionner au sein de la société européenne. Oui, encore une fois, c'est parce qu'il y avait du retard. C'est-à-dire qu'effectivement, le Qatar n'existait que très marginalement, si vous voulez, dans la politique française dans les pays du Golfe. Pendant longtemps, on a été les seuls fournisseurs d'équipements de défense du Qatar, quand même. Ça, il faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'on avait prospecté ce pays depuis assez longtemps et donc il y a effectivement des liens qui se sont créés. Moi, quand j'étais au ministère de la Défense, il y avait régulièrement des négociations de contrats avec le Qatar. Donc les liens se sont créés, effectivement. Mais encore une fois, on est sur quelque chose où l'action d'influence, ce qu'on appelle avec élégance le soft power. Le soft power, c'est une manière de faire aux gens ce que vous voulez, mais sans qu'il y ait obligatoirement une valise de billets qui transite, si vous voulez. Oui. La valise de billets, c'est la forme artisanale, si vous voulez, de la corruption. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ait trouvé une valise de billets chez une vice-présidente du Parlement européen. C'est-à-dire cette femme est visiblement pas au courant des règles habituelles de la… Et socialistes, j'insiste, socialistes, parfois sont présentés comme le nid de l'idéologie, etc. Oui, absolument. Du blablabla, oui. Oui, non, mais c'est de la corruption de gauche, quoi, c'est ça. Oui. Il fallait penser qu'il y avait de la corruption de droite, de la corruption de gauche. Non, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vraiment la forme zéro de la corruption. On va amener une valise de billets, ça veut dire il y a des tas de modalités qui vous permettent d'atteindre exactement les mêmes résultats. N'oubliez pas que quand l'Angleterre était encore dans l'Union européenne, il y avait plus d'une trentaine de paradis fiscaux à l'intérieur même de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y avait… Bon, la City est un paradis fiscal, il faut le reconnaître. Le Luxembourg est un paradis fiscal. Monaco est un paradis fiscal. Le Liechtenstein est un paradis fiscal. Donc, il y avait ces modalités qui brouillent les cartes et qui font qu'il faut vraiment des moyens d'investigation publics pour arriver à faire sortir. Alors, vous savez, moi, une fois, j'avais écrit un numéro de la revue de l'IRIS qui s'appelle Politique internationale. J'avais dirigé un numéro sur peut-on récupérer l'argent des dictateurs déchus? Parce qu'une fois que les dictateurs sont déchus, ils perdent les moyens de la politique. Je relevais à ce moment-là, si vous voulez, cette facilité qu'offre l'Europe de la corruption avec tous ces paradis fiscaux à droite ou à gauche. Alors, j'avais écrit un article pour me moquer, j'avais intitulé ça « Pourquoi il faut attaquer le Liechtenstein ?» J'expliquais qu'en gros, le Liechtenstein, c'est un paradis fiscal. On était en pleine époque, si vous voulez, où la fondation de Mme Bettencourt, vous savez, qui gérait l'île qu'elle avait donnée à un de ses amants, était localisé au Liechtenstein. Et donc, j'expliquais que c'était relativement facile parce que c'est un tout petit pays avec une action conjuguée des armées françaises, allemandes, italiennes, on devrait pouvoir arriver très vite. J'expliquais que c'était un objectif à la pointure de l'Europe de la défense, comme vous savez combien elle a du mal à démarrer. Et alors, une fois dans une réunion, il y a un type qui m'approche et qui me dit « Monsieur Konessan, je suis citoyen du Liechtenstein. » Il me dit « Bah oui, et vous êtes banquier ?» Je lui dis. Il me dit « Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise ?» Vous voyez, la discussion s'est arrêtée là. Donc, vous voyez, on est sur cette espèce d'hypocrisie incroyable où on sait que la corruption existe, mais qu'on ne veut pas véritablement adopter les moyens de la contrainte financière qui permettent. Alors, donc, on se retrouve avec cet artisanat, si vous voulez, qui fait que vous recevez une valise de billets, alors qu'il y a des multiples solutions pour vous inviter à droite, à gauche, de payer ça à votre famille, aux cousins, de payer les études aux États-Unis, je ne sais rien. Vous voyez, il y a des moyens incroyables de brouiller les cartes. Et là, probablement, au Parlement européen, comme il n'y avait pas de moyens de contrôle, comme il n'y avait pas de charte éthique, les choses se sont ouvertes facilement. Oui. Est-ce que cet incident confirme que les décideurs européens établissent toujours, ils ont établi des relations basées sur l'hypocrisie, sur l'opportunisme avec les monarchies du Golfe? Par exemple, Mohammed Ben Salman, le tueur des enfants de Yémen, Mohammed Ben Salman, qui a tué, qui est le responsable de la liquidation barbare du journaliste Jamal Khashoggi, il a été reçu avec le tapis rouge à l'Élysée, il a été reçu comme un leader international, sans oublier des autres décideurs, par exemple le roi de Bahreïn, responsable de la liquidation, de prisonnement des milliers de chiites
d'une façon illégale, d'une façon abusive. Est-ce que l'Union européenne, le système politique européen souffre de ce problème d'éthique? Écoutez, non, je crois que, si vous voulez, la différence entre une dictature et une démocratie, c'est que, bon, la dictature, le dictateur fait la politique et la diplomatie qu'il veut, hein, il n'a même pas de problème éthique. Dans la démocratie, il faut la justifier, il faut trouver des argumentaires, il faut expliquer que, attention, oui, on discute avec des régimes qui sont autoritaires, qui sont corrompus, tout ce qu'on veut, mais c'est dans l'intérêt, etc., d'avoir des relations normales, soit pour des raisons culturelles, soit pour des raisons humanitaires, soit pour des raisons politiques, etc. Tous les exemples que vous citez le prouvent. C'est-à-dire que, rappelez-vous que Trump se fait élire en dénonçant l'Arabie saoudite, qui a un rôle éminent à la fois dans l'élimination de Khashoggi et dans les attentats du 11 septembre. Et en fait, le premier voyage officiel qu'il fait, c'est d'aller en Arabie saoudite. Bon. Donc, vous avez là ce qu'on appelle la réelle politique. Mais chez les démocraties, il faut emballer tout ça, c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver un discours, etc. Moi, je me suis beaucoup consacré, après la disparition de l'URSS, à ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, c'est-à-dire des tas de gens qui peuplent les plateaux télé, qui vont faire la politique officielle en disant « Mais attention, là, il ne faut pas y aller parce que ça, c'est une dictature, il y a un massacre. » Mais vous avez tout à coup des trous noirs. Bon, vous citiez le Yémen, personne ne parle du Yémen. Comme si le Yémen, qui est quand même la plus vieille Malheureusement pour civilisation… eux, ils ne sont pas des Ukrainiens. Ils n'ont pas reçu aussi l'aval et le soutien de BHL. Hein. Aujourd'hui, des milliers d'enfants qui souffrent, ils vivent dans des conditions vraiment avant, je s'écris, hein, mais personne, malheureusement. Ben oui, en plus, c'est le plus vieux pays, si vous voulez, de la péninsule. C'est le royaume de la reine de Saba, c'est-à-dire quelque chose qui est historiquement, qui a une épaisseur historique et qui est en destruction systématique, puisque vous avez vu que la guerre menée par les Saoudiens est une guerre de bombardement. C'est-à-dire, c'est exactement comme la première phase de la guerre contre l'Irak américaine. On détruit tout, et une fois que les autres demandent la paix, ben à ce moment-là, on fait ce qu'on veut. Mais au Yémen, c'est absolument prodigieux parce que vous avez les avions vendus par les Américains ou les Anglais, vous avez les missiles vendus par les Français, le tout dans le plus grand silence médiatique. Donc, si vous n'existez pas médiatiquement, si vous n'êtes pas capable de faire porter à l'attention publique internationale la situation de votre pays, et Dieu sait que les Yéménites qui n'ont pas de pétrole, qui n'ont aucun de ces avantages-là, si vous voulez, n'ont jamais eu cette capacité, eh bien, le massacre se fait dans le silence. Malheureusement, oui. Est-ce que, je sais que vous êtes spécialiste de l'Arabie saoudite, est-ce que vous croyez aux efforts de Mohammed Salman de modernisation, etc. On voit les spectacles, maintenant les spectacles qui règnent dans le royaume de l'Arabie saoudite, ces fêtes de Tansid, etc. Est-ce que vous croyez que c'est crédible, c'est la modernisation de la société saoudienne avec des centaines de gens emprisonnés, des centaines de prisonniers politiques, avec des crimes comme celle de Jamal Khashoggi, comme celle contre les enfants de l'Yémen. Est-ce que vous croyez, avec l'implication de l'Arabie saoudite, comme le Qatar, comme l'Émirat, dans la destruction, comme la Turquie aussi, dans la destruction de la Syrie, et le complotisme avec les États islamiques et tout, avec les frères musulmans, est-ce que vous croyez aux efforts de Mohammed Salman de la modernisation de la société saoudienne? Vous savez, le terme de modernisation, il est facile à utiliser. Hein. Si vous autorisez 4 ou 5 spectacles pour les jeunes, que vous autorisez des parcs de loisirs, Disneyland et autres, est-ce que vous modernisez la société saoudienne? Bien sûr que non. Si vous voulez la modernisation d'une société, ça passe par le système de formation. Or, ce système de formation est au domaine religieux. Et donc, de toute façon, on a quelque chose qui est une espèce de modernisation de façade. Et en plus, on a effectivement un régime qui est habitué à ce que ses opposants ou les gens qui critiquent de l'intérieur soient emprisonnés. Alors, pensez quand même à l'affaire Raif Badawi. Raif Badawi, pour avoir demandé la liberté de conscience, a été condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet. Vous vous rendez compte? 10 ans de prison et 1000 coups de fouet. Et il est sorti de sa prison tous les jours pour subir ces coups de fouet. Mais je n'entends aucun ONG le défendre. Donc, on est face à quelque chose qui est un espèce de trou noir. Mais parce que derrière, vous avez un autre phénomène, et vous avez raison de le dire, c'est que
vous avez des accusations qui volent très bas. Quand vous critiquez Israël, vous êtes antisémite. Quand vous critiquez l'Arabie saoudite, vous êtes islamophobe. C'est Ça n'a homophobe. strictement rien à voir. C'est-à-dire que vous avez eu l'Arabie saoudite, sa ligne de communication consistait à dire « Je suis le pays des lieux saints de l'islam, vous avez besoin de moi pour les pèlerinages, l'ensemble du monde musulman doit respecter mon identité. » Et à partir de ce moment-là, ça fait taire, si vous voulez, beaucoup de gens. Parce que être accusé d'être islamophobie, ben, c'est très désagréable. Mais exactement comme quand vous critiquez Israël avec les radicaux juifs qui vont faire des colonies dans les territoires occupés, vous dites c'est inadmissible, c'est du radicalisme religieux. On dit ah non, non, ça c'est pas pareil. Mais si, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Ou Donc, lorsqu'on concentre, M. Konissa, sur l'Iran, sur la diabolisation de l'Iran, oui, on ferme les yeux devant les crimes commis en Arabie Saoudite. Ce double discours, double tranchant, ce opportunisme et tout. oui, c'est vrai, mais si vous voulez, l'Iran a historiquement une différence essentielle avec l'Arabie saoudite, c'est qu'effectivement, c'est un pays qui a fait sa révolution et cette révolution a été très profondément anti-américaine, puisque Oui, le Shah s'assimilait, si vous voulez, à une espèce de proximité politique totale. Et je rappelle d'ailleurs que l'Iran participait à la guerre du Dhofar, c'est-à-dire que l'Iran intervenait pour défendre les intérêts occidentaux dans une insurrection qui était proche, si vous voulez, à l'époque de la gauche. Donc, l'Iran du Shah était un espèce de gendarme de la région et c'était le seul à pouvoir le prétendre puisqu'il avait effectivement les capacités militaires. Mais quand il y a la révolution et qu'effectivement, les Américains, alors, comme dans toutes les révolutions, vous savez, vous avez automatiquement des groupes incontrôlés. Donc, il y en a un qui a effectivement envahi l'ambassade américaine, a pris les otages dans l'ambassade, ce qui oui. est en soi inadmissible, mais en l'occurrence, quand ils ont pris l'ambassade, comme ils ont surpris tout le monde, ils ont découvert, si vous voulez, à l'intérieur de l'ambassade, que les diplomates américains avaient commencé à déchiqueter tous les documents, si vous voulez. Oui. Et ils ont donc reconstitué, ils ont récupéré tous les déchiquetages du truc, ils ont reconstitué les documents. Et ils ont publié des tas de notes qui démontraient les ingérences américaines dans la vie politique iranienne. Alors, vous vous dites, quel est l'acte qui est le plus violateur de la Convention de Vienne? C'est le fait qu'un pays vienne se mêler de votre politique intérieure en finançant des types à droite, à gauche, etc. Ou est-ce que c'est le fait que d'un groupe vienne prendre des diplomates chez vous, enfin, qui sont normalement couverts par la Convention de Vienne? Donc, vous voyez bien qu'on était dans une contradiction, mais dans laquelle les Occidentaux se sont totalement alignés derrière les Américains. Et donc, vous avez commencé. Moi, vous savez, j'étais à l'époque au ministère de la Défense, donc les Irakiens font le tour des chancelleries pour dire je vais déclencher, c'était Saddam Hussein, je vais déclencher la guerre contre l'Iran. Et tout le monde lui a dit oui, oui, chef, c'est une bonne idée, chef, allez-y et on vous fournira les armements. Mais vous êtes dans une situation qui est assez scandaleuse parce que la révolution a été populaire en Iran, on ne peut pas le nier, hein, quand Khomeini arrive à l'aéroport de Téhéran, vous avez 2 millions de personnes qui sont là. Et de l'autre, vous aviez un dictateur, mais qui se présentait comme moderniste et qui vous disait je vais faire le boulot à votre place et à qui on va fournir toutes les armes possibles et imaginables. Comment Et voulez-vous que après les Iraniens l'accomplissement de la mission, on se débarrasse de vous. Oui. Oui, et puis non, mais il nous a laissé une grosse facture qu'il n'a pas payée quand même. Il ne faut pas l'oublier parce que le problème, c'est quand vous aidez un pays qui est en guerre, mais que ce pays n'arrive pas à l'emporter, vous êtes obligé de lui fournir plus. Parce que si vous savez qu'il perd la guerre, vous perdez votre argent. Donc il y a une espèce de cercle vicieux. À chaque fois qu'il réclamait plus, on lui donnait plus. On a même fourni des avions qui étaient des super étendards et le navigateur était un pilote français. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'où on est allé dans l'infamie. Donc, avec ça, vous expliquez aux Iraniens, non, 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 mais que ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait avec l'ambassade. Vous voyez le décalage entre ce qui a été l'ambassade et ce qui a été la suite de la chose, quoi. Et donc, on est effectivement dans quelque chose où la politique, d'abord, ne tient pas compte de la nature des régimes, ça c'est sûr, hein, peu importe que ce soit une dictature, peu importe qu'il y ait un Raif Badawi dans une prison, etc. C'est de la réelle politique. Les démocraties se contentent simplement de trouver un peu un habillage, si vous voulez. Oui. Monsieur Konissal, mon dernière question, comment vous faites pour continuer à résister et continuer à être toujours un homme libre? Ah, ben écoutez, vous êtes gentil de le qualifier comme ça. Non, Bon, non, non, d'abord, c'est une réalité. Pierre Konissal n'a jamais caché, n'a jamais utilisé le double discours, n'a jamais utilisé l'hypocrisie. Vous êtes un homme direct, clair, ni gauche ni droite, vous êtes un homme égal à vous-même. Comment vous résistez dans ce environnement politique français qui n'est pas sain, la vérité est
trop de pollution politique, trop de Écoutez, je vous remercie. étiquetage, trop. Je vous remercie de cet hommage. Ce que je vous dirais comme clé d'explication, c'est d'abord, j'ai commencé à faire de l'histoire. Et faire l'histoire, faire de l'histoire, si vous voulez, c'est comprendre en profondeur des évolutions qui remontent parfois très loin, mais qui vont identifier, qui vont marquer, si vous voulez, une identité. Bon. Donc, dire que l'Iran est un pays qui a 3000 ans d'histoire, ce n'est pas un scoop. Vous savez, vous le savez très bien, ça a été le grand rival de la démocratie athénienne, etc. Bon. Savoir que, si vous voulez, le monde arabe est à la fois à une époque de gloire dans laquelle, effectivement, nous étions en plein âge obscur, si vous voulez, ça vous donne une idée que la relativité des situations. Et souvent, les situations nouvelles, des situations de crise, sont des chocs de valeurs culturelles différentes. Donc, si vous voulez, dans le monde arabe, on ait le sentiment que la colonisation a été une marque qui a nié, si vous voulez, l'identité du monde arabo-musulman, et donc que ce monde a droit à sa dignité, a droit à son affirmation, ça c'est une chose évidente. D'autant plus que, rappelez-vous, prenons la carte du Moyen-Orient. Quand la guerre de 14 s'arrête, vous avez le traité de Versailles, les traités, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les décideurs qui sont les Français, les Anglais, les Américains, les Allemands sont écartés évidemment, vont découper l'Empire ottoman et ils vont tracer ces frontières du Moyen-Orient qui ont une caractéristique comme les frontières africaines, c'est que c'est des frontières rectilignes. C'est-à-dire ce sont des frontières qui se sont tracées sur un tapis rouge ou un tapis vert, si vous voulez, avec un crayon rouge. Dire, ça, c'est à vous, ça, c'est à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et donc, on coupait des peuples en deux. Les Kurdes, malheureusement, en ont souffert directement. Mais vous aviez cet Irak dans lequel vous aviez une majorité chiite, mais en même temps, le régime était sunnite. Et puisqu'il garantissait la stabilité, ça nous suffisait. La Syrie, ça a été exactement pareil. Donc, si vous voulez, cette responsabilité dans l'héritage, regardez aussi, pareil en Afrique. En Afrique, vous avez aussi des frontières comme ça. C'est à croire que l'histoire était rectiligne. Donc, cette responsabilité qui aujourd'hui réapparaît, si vous voulez, dans des endroits où on va nous-mêmes intervenir. Pensez quand même à cet extraordinaire mensonge de Colin Powell à l'ONU expliquant avec sa petite fiole qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Est-ce qu'on aurait pu le faire ailleurs? Certainement pas. Parce que vis-à-vis de, si vous voulez, de ce monde-là, c'était évident qu'on se sentait dans une supériorité. Bon, je me suis toujours demandé d'ailleurs ce qu'il y avait dans la fiole, hein, parce que s'il y avait vraiment eu des bacilles de l'anthrax, si vous voulez, la moitié de l'Assemblée générale de l'ONU serait morte le lendemain. Bon. Donc, il n'y avait rien. Et on a su effectivement qu'il n'y avait rien. Or, tous les experts internationaux disaient qu'il n'y avait rien. La IEA disait non, le programme nucléaire est déjà démantelé, il n'y a plus d'installation. Il disait, nous avons fait des inspections par intrusion dans les hôpitaux, il n'y a plus de… etc. Mais malgré ça, le mensonge était indispensable à la vengeance de la société américaine, qui avait besoin d'une guerre. Mais comme il fallait dévier le coup, eh ben, on n'a pas accusé l'Arabie saoudite, on a accusé l'Irak, l'Iran et l'Arabie saoudite et la Corée du Nord. Donc, vous voyez cette espèce de mensonge incroyable quand vous êtes de l'autre côté. C'est-à-dire, vous vous dites, je suis irakien, on m'a accusé de quelque chose, on a accusé mon régime de quelque chose pour lequel il n'était rien, et j'ai eu 100 000 morts. 100 000 morts, la guerre. Vous savez, en plus, on était dans cette situation incroyable où les Américains, quand ils mènent une guerre, ils ont la supériorité matérielle. Hein. Donc, ils bombardent, et puis quand ils ont fini, ben, à ce moment-là, en général, l'autre demande la paix. Bon. Le problème, c'est que quand ils ont allé voir les Irakiens, que l'invasion terrestre, si vous voulez, a commencé, il n'y avait plus ni hôpitaux, ni usines de dessalement d'eau, ni ponts, ni etc., etc. Et ils expliquaient aux Irakiens, vous avez la chance, on va vous installer la démocratie. Les Irakiens ils disaient, mais quand il y avait la dictature, au moins on avait la sécurité, on avait l'eau, on avait l'électricité. Vous voyez ce que je veux dire? Le décalage entre la façon dont on mène une guerre et l'objectif politique qu'on vise, c'était criant sur le cas de l'Irak. Bon. Ben donc, à chaque fois qu'on a fait ces interventions militaires, on prétendait que c'était pour le plus grand bien de l'humanité, sans même se demander si la guerre était le meilleur moyen d'obtenir le résultat. Voilà. Donc, quand tout à coup on découvre que Poutine applique nos méthodes, on commence à dire non mais attendez, Poutine, c'est pas sérieux, vous vous rendez compte, c'est un dictateur. Bon, regardez cette revendication, cette pétition pour faire passer Poutine devant la Cour pénale internationale. À chaque fois qu'on pose on accepte de traiter d'armée de renforcer les néo-nazistes, comme je m'excuse, alors néo-nazisme, ça veut dire aussi l'État islamique, même chose. Hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, la Seconde Guerre mondiale s'est traduite par quelque chose donc, qui a été le tribunal de Nuremberg, c'est-à-dire l'idée qu'après tout, la communauté internationale pouvait punir le crime d'agression. Le crime d'agression, c'était le déclenchement de la guerre par Hitler. Bon. Vous me direz, les crimes d'agression, il y en a quelques-uns par la suite, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui est passé
devant ce qui est la suite du tribunal pénal international. On a créé des tribunaux spécialisés pour la Yougoslavie, pour le Biafra, pour le Rwanda, etc. Maintenant, on est avec une Cour pénale internationale qui est installée définitivement et qui a donc la vocation à punir en particulier le crime d'agression. Oui. Donc, c'est ça qu'on va sortir pour expliquer que Poutine doit y aller. Mais quand vous vous dites, mais attendez, est-ce que George Bush est dans la salle d'attente ou est-ce qu'il n'est pas là? Vous vous posez une question de fond. Donc, vous n'avez aucune des grandes puissances qui a accepté de signer la Convention, ni les Russes, ni les Américains, ni les Chinois. Il n'y a que les Européens qui l'ont signé. Donc, vous voyez la limite du débat. Oui, oui. Merci beaucoup, Pierre Conissa. C'est un plaisir toujours de vous recevoir. Merci infiniment pour avoir accepté notre invitation. Nous étions avec notre cher ami Pierre Conissa, l'ancien fonctionnaire, essayiste, géopolitologue. Merci infiniment et à la prochaine rencontre. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et bonne année. Merci. J'ai oublié de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bonne année.